le déménagement de la ferme de Sounef à la ferme de Belgium. Jamila a déjà 2 enfants, un garçon de 4 ans et une fille de 2 ans. Tahar, son mari, vivait aussi à Sounef avec ses parents, c'est Mohamed Ilal al-Hadja, ainsi que ses 2 frères. Une année après la naissance de Dahmen, les familles de Saadia et de Tahar déménagèrent vers une autre ferme du Roumi appelée Belja. Cette ferme était située au sud de la ferme d'El Hmil, à environ 1 kilomètre. Elle était entourée d'un grand mur et avait à l'intérieur des écuries, une grande cour et une résidence du Roumi appelée aussi Borj. En face de la ferme du côté est se trouvait la fontaine, un grand bassin comme celui d'El Hmil et un grand jardin comprenant des arbres fruitiers et des carrés où poussaient différentes sortes de légumes. Derrière la ferme du côté ouest se trouvaient les maisons des Khammasa. Ces maisons étaient disposées autour d'une cour au milieu de laquelle poussait un grand frêne. Le feuillage de cet arbre couvrait les toits de toutes les maisons. Ce frêne constituait d'ailleurs un repère pour les voyageurs. Il était visible de très loin. La famille de Tahar s'était installée dans les maisons avoisinantes au frêne. Quant à celle de Saadia, elle s'était installée dans des gourbis légèrement retirés de la ferme vers le côté nord et juxtaposait un grand garage abritant du matériel agricole. Le départ de Belkacem et de Tahar en France. Le travail dans cette ferme n'était pas régulier. Belkacem et Tahar décidèrent d'aller en France. Beaucoup de gens qui étaient partis disaient qu'il y avait du travail là-bas. Alors, les 2 hommes empruntèrent de l'argent pour couvrir les frais de voyage et s'en allèrent. Belkacem trouva un emploi dans une usine de zinc. Tahar fut embauché dans une mine de charbon. Le petit Dahmen avait déjà 2 ans. Il allait voir sa tante Jamila chez elle. Quand il arrivait au seuil de sa maison, il commençait à l'appeler « Benti, Benti ». Cela faisait un grand plaisir à sa tante, qui à son tour lui répliquait « Bienvenue mon père, bienvenue mon père ». Fatima, quand elle ne trouvait pas son fils, elle savait qu'il était chez sa tante. L'achat par la famille d'une parcelle de terre à Djbel Mraïsan. Après plusieurs mois en France, Belkacem avait écrit une lettre à son frère. Il lui disait dans cette lettre que tous les cousins de Boshraf avaient acheté des parcelles de terre à Djbel Mraïsan. Il ne restait que nous qui sommes en retard. Ici, j'ai économisé un peu d'argent, mais avec les dettes que nous avions contractées, nous devions vendre la maison de Boshraf. Il y a ici un cousin qui est acquéreur. Il faudrait me rendre la réponse en urgence. Saïd, en concertation avec sa mère et Fatima, donna son accord en son frère. Belkacem passa à l'action. Il récupéra ses économies et le produit de la vente de la maison et rentra au pays avec Tahar. Les 2 frères achetèrent une parcelle d'1 hectare sur une superficie indivise de 4 hectares. Les 3 hectares de cette superficie étaient achetés par la famille de Tahar. L'acte fut transcrit au début de l'année 1953. Pour les 2 familles, c'était une grande joie d'avoir enfin acquis ces 4 hectares. Saadia tenait toujours à voir ses enfants unis et solidaires, l'un de l'autre. Elle les voulut inséparables. Alors, elle proposa à Saïd de se marier avec Tawas, la sœur de Fatima. C'était le meilleur moyen de garder la famille soudée. Saïd accepta, et comme toute la famille était réunie, alors une fête de mariage de Saïd a été organisée. Après avoir accompli les formalités de transcription de l'acte d'achat du terrain et participé à la fête du mariage de Saïd, Belkacem et Tahar retournèrent en France. Mais cette fois-ci, Tahar amena avec lui sa femme Jamila
et ses 3 enfants. La mort de Fatima, l'épouse de Belkacem. À la ferme de Belja, à cette époque, étaient restés Saïd, sa femme Taos, sa mère Sadia et Fatima, la femme de Belkacem. Pour la famille de Tahar, étaient restés Si Mohamed, Lala al-Hajja et les 2 frères de Tahar. Quelques mois s'étaient écoulés. Fatima accoucha d'une fille appelée Malika. Quelques jours après la naissance de Malika, la pauvre Fatima rendit l'âme à cause de complications dues à la suite de son accouchement. Elle était morte à l'âge de 21 ans. Fatima, durant sa courte vie, n'avait connu que le trajet Boshraf-Belja par le chemin qui passait par la montagne. Comme Belkacem était en France, c'était Saïd qui décida de l'enterrer à Boshraf, son village natal. La nouvelle de la mort de Fatima était arrivée rapidement à Boshraf. Alors, tout le village, dans la tristesse, se déplaça à Belja à dos de mulet et à pied. Le matin, avant le lever du soleil, le corps inerte de Fatima fut posé sur une échelle en bois et attaché solidement sur le dos du mulet de son père, Medeni. Le cortège funèbre se dirigea donc vers Boshraf par la route de la montagne. Arrivé à destination, le corps de Fatima fut posé dans la pièce principale de la maison de son père. Après la prière du Dhar, Fatima fut amenée à sa dernière demeure sous les psalmodies de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La petite Melika fut gardée par sa tante Taus. Sadia disait, voilà donc 2 orphelins, d'Ahmed et Malika, que nous avons maintenant entre les mains. Après environ 6 mois, la petite Melika décéda. C'était une très grande fièvre qui l'avait emportée. Elle fut enveloppée dans un bout de drap et enterrée dans un cimetière situé sur les hauteurs de la région de l'Ouinet, au nord de Medjana. C'était une grande tristesse. Choix de l'endroit pour construire des maisons à Jbel Mraysan. Les 2 familles voulaient quitter la ferme de Belja et s'installer à Mraysan. Pour cela, elles avaient décidé de construire d'abord des maisons. Saïd, Si Mohamed, Sadia et Lala al-Hajja allèrent sur place pour choisir l'endroit qui servait d'assiette pour les constructions. Arrivés sur les lieux, ils choisirent une petite plateforme se trouvant à proximité d'un tas de grands rochers. L'endroit choisi se situait juste au début du versant nord de la montagne. Au nord de cet endroit apparaît à l'arrière-plan Jbel Zamoura, au second plan les montagnes de Tefrek, le rocher de l'Amchat et le petit plateau d'El Bayada. Au premier plan et au pied de la montagne se trouvaient l'Oued et le village Draouza. Un peu plus haut du pied de la montagne, la source de Ain Shiwana déversait son eau pure et abondante dans la nature. C'était la principale source d'eau à Jbel Mraysan. À l'est, derrière une série de rochers, se trouvait la prairie de Ain el-Malab, puis le début du sommet de Jbel Mraysan. À l'ouest, à une petite distance, se trouvait une autre série de rochers appelés Kaf Orab. Enfin, au sud de l'endroit choisi pour la construction des maisons, se trouvait la série de rochers appelés Haush al-Sattara. Les rochers de cet endroit dominent toute la plaine de Borj Balarij. Au pied de la montagne du côté sud se trouvait le village de Ain Sultan. L'endroit choisi par les 2 familles se trouvait sur une terre non cultivable. Il avait l'avantage d'avoir des barrières naturelles composées de séries de rochers. Lancement de la construction des maisons à Jbel Mraysan. Après avoir délimité sur la plateforme en question l'emplacement pour chaque famille, les constructions furent lancées. Comme Saïd était tout seul, il sollicita l'aide de ses cousins de Boshraf. Il ramena de la forêt de l'Oreifet des troncs d'arbres et des branches. Cette opération était très difficile, car il fallait abattre des arbres, les dégrossir sur place et les remorquer à l'aide d'une paire de mules de la forêt jusqu'au lieu de construction par la route de la montagne.
Il tissa avec des tiges d'une plante appelée 10 de grands tapis. La pierre était disponible sur place. Les maçons la travaillaient et la posaient avec adresse sur le mur. Le ciment utilisé était constitué de terre mélangée avec de la paille. L'épaisseur des murs était très large. Il fallait beaucoup de pierres pour élever 1 mètre de hauteur. Une fois les travaux de la maçonnerie terminés, les hommes posèrent les 3 charpentes sur le toit. Ces charpentes étaient en fait de longs troncs d'arbres ramenés de la forêt. Ensuite, perpendiculairement à ces charpentes, les maçons fixaient à égale distance des branches d'arbres de longueur moyenne sur chaque pan du toit de la maison. Après cette opération, les tapis de tiges de 10 venaient couvrir tout le toit. Les hommes appliquèrent ensuite une couche de terre mélangée avec de la paille sur toute la surface du toit. Enfin, ils couvrirent le toit de chambres 10 pour assurer l'étanchéité. Quand la pluie tombait, l'eau coulait le long des chambres et ne traversait pas le toit. Ainsi, une maison de 2 pièces fut construite. Sa porte d'entrée donnait vers l'est. La famille de Tahar avait construit une maison de 4 pièces de même architecture et avec les mêmes matériaux que celle de Saïd. Le déménagement de la ferme de Belja à Jbel Mraysan. Juste après la fin de la construction des maisons, les 2 familles déménagèrent. Le départ de Belja s'était fait tôt le matin. Un mulet portait des bagages lourds. Les hommes et les femmes marchaient à pied. Saadia portait Dahman sur son dos. La caravane se déplaçait lentement. Au lever du soleil, elle fut arrivée à destination. Chaque famille s'installa dans sa nouvelle demeure. Le petit Dahman avait déjà 3 ans. Quelque temps après le déménagement, Belkacem revient de France. Saïd lui raconta en détail les circonstances du décès de Fatima et de la petite Malika. C'était un coup terrible qui avait secoué toute la famille. La vie à Jbel Mraysan. La vie commença malgré tout à s'organiser à Jbel Mraysan. Les hommes commencèrent à mettre en valeur la terre. Ils ramassaient les pierres et les mettaient sous forme de tas, et ce pour faciliter le labour. Au bas des rochers sur lesquels étaient bâties les maisons, ils avaient creusé une fontaine à ciel ouvert. Ils avaient tracé le passage des bêtes. Le premier automne à Jbel Mraysan. Comme la période des labours approchait, tout le monde s'adonnait aux préparatifs des charrues traditionnelles. Enfin, le jour du labourage arriva. Les femmes, comme de coutume, préparèrent un plat appelé ruina et l'emmenèrent aux hommes dans les champs. Ce plat était préparé avec de la semoule de graines de blé grillé et mélangé avec de l'huile d'olive et du sucre roux et des graines de grenade. Le grain de grenade dans cette semoule symbolisait en quelque sorte le grain de blé semé dans la terre. C'était pour les 2 familles un très grand plaisir de labourer sa propre terre. Cette terre n'a jamais été labourée auparavant. Le premier hiver à Jbel Mraysan. L'automne s'en alla et laissa sa place à l'hiver qui s'annonçait très rude sur cette montagne. La nuit, avant de dormir, il fallait laisser à l'intérieur de la maison une pelle et une pioche, et ce pour dégager le matin la neige qui obstruait la porte. La neige tombait durant toute la nuit et couvrait les maisons jusqu'au toit. Dehors, la neige tombait avec de gros flocons, au point où même l'architecture de la montagne changea. En effet, les creux et les endroits accidentés étaient remplis de neige. Il n'était plus question d'aller à la fontaine. Il suffirait simplement de faire fonder de la neige. À l'intérieur de la maison, chaque soir, Saïd jouait de sa flûte en roseau. La famille, réunie en demi-cercle autour de la cheminée, écoutait attentivement ces airs de musique. À Boshraf, les habitants avaient égorgé une vache et avaient réservé la part des nouveaux habitants du Djebel. Ils avaient dépêché une personne, d'abord pour s'en tenir
de leurs nouvelles à cause de la rigueur de l'hiver, et ensuite pour leur remettre leur part de viande. La personne qui était venue avait passé la nuit au Djebel avec Belqasem et Saïd. Le lendemain, quand elle était retournée à Boshraf, tout le monde était accouru pour lui demander des nouvelles. Il leur avait répondu: là-haut sur la montagne, c'est le paradis. Tout le monde va bien. Après le manger, Ami Saïd anime la soirée en jouant de très doux airs de musique avec sa flûte. L'atmosphère là-bas est joviale et je serai très content si à chaque fois vous me chargez d'aller leur porter quelque chose malgré les tempêtes de neige. Le premier printemps à Jbel Mraysan. La fin de l'hiver approcha. La neige commença à fondre. L'or ruisselait de partout et émettait les reflets des rayons du soleil. La nature se réveillait joyeusement à Jbel Mraysan. Voilà que le premier jour du printemps arriva. Toute la famille sortit dans la nature pour aller à sa rencontre. C'était une vieille coutume. Chacun prenait avec lui un petit couffin orné de filets de laine multicolores et rempli de confiseries et de galettes en forme de losange, faites de semoule et de pâtes de dattes appelées mbarja. Ils se promenèrent dans la nature en chantant « Hada shawarbi', hada shawarbi'». Ça veut dire c'est le premier jour du printemps. Les femmes cueillèrent les premières fleurs sauvages qui commençaient à garnir la contrée. À la fin de la promenade, elles s'assirent sur l'herbe et mangèrent les gâteaux. Le blé semé commençait à apparaître par endroits et donnait l'impression d'avoir en face un véritable tapis vert. Les hommes commençaient à nettoyer les champs de mauvaises herbes. Quelque temps après, ils commencèrent à couper l'herbe qui poussait entre les rochers et les endroits non encore cultivés. L'herbe, après son séchage, était ramassée et mise dans un endroit près des maisons sous forme d'un grand tas appelé Nedr. L'année s'annonçait prometteuse et tout le monde disait Allah Bark. Premier été à Jbel Mraysan. L'été tapait déjà aux portes. Les champs de blé commençaient à recevoir leur couleur dorée. Le souffle des vents faisait onduler les épis pleins de graines. Les hommes commencèrent les préparatifs de la moisson. Non loin des maisons au pied d'un grand rocher, ils s'adonnèrent aux travaux d'aménagement d'une plateforme pour le battage des épis de blé. Ils nivelèrent l'endroit et plantèrent au milieu un piquet en bois. Ensuite, tout le monde s'était mis au travail. Les femmes ramenaient dans de grands couffins en alpha de la terre. Le lieu d'extraction de cette terre avait été préalablement choisi. Quant aux hommes, les uns ramenaient de l'eau dans des tonneaux en bois à dos de mêlée de la source de Ain Shiwana, et les autres mélangeaient la terre avec de l'eau et enduisaient avec le produit obtenu toute la surface de la plateforme. C'était un travail pénible. La plateforme ainsi obtenue s'appelait gare. Les hommes passèrent par la suite à l'opération de la moisson. Un chapeau de paille sur la tête, un tablier en peau de mouton sur la poitrine et une faucille à la main, les hommes partaient chaque matin de très bonne heure au champ pour la moisson. Arrivés sur les lieux, ils montèrent une petite tente appelée Bergoun. L'armature de sa tente était constituée de 3 branches d'arbres de longueur identique. Cette armature est appelée Hammara. La tente était couverte avec un vieux haïk en laine. À l'intérieur de la tente était accrochée l'outre contenant de l'eau. L'induction des parois intérieures de l'outre avec une substance appelée gatran donnait une très bonne saveur à l'eau. La tente vite montée, les hommes passèrent à l'action. Les uns courbaient, coupaient les tiges de blé et en faisaient des bouquets qu'ils attachaient avec art et les laissaient derrière eux. Les autres derrière ramassaient ces bouquets et en faisaient des tas çà et là. Ensuite, chaque tas était mis dans un grand filet à grande maille conçu avec de la corde. Une autre personne passait par la suite chargée sur 2 mulets les filets et allait les décharger à proximité de la plateforme de battage. Au milieu de la journée,
l'homme qui assurait la navette entre les champs de moisson et la plateforme de battage, au retour après le déchargement, ramenait avec lui le manger aux autres qui étaient restés au champ. Les hommes s'installèrent donc devant la tente pour prendre leur repas, qui était constitué de galettes d'orge, d'huile d'olive et des oignons. Quand le soleil devenait ardent, les hommes commençaient à chanter des chansons religieuses. Laouli Mehriya wajlalha margoum نركب والروح نزور المدينة وقبار الرسول صلى الله عليه وسلم. Si j'avais une chamelle avec la selle décorée, je la monterai et j'irai voir Al-Medina et la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour marquer la fin de la journée de moisson, ils commençaient à chanter en chœur Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils plièrent la tente, la rangèrent sous un rocher et retournèrent à leur maison en emportant avec eux l'outre vide. La moisson dura ainsi environ un mois. Par la suite venait l'opération de battage. Sur la plateforme de battage étaient répandus les épis de blé. 2 mules, attachées au piquet central de l'aire de battage, tournaient autour, en écrasant avec leurs sabots les épis qui s'effritaient. Quand la corde, en s'enroulant autour du pivot, devenait courte, alors le sens de rotation des bêtes était changé. Ainsi, la corde se déroulait et les mules s'éloignaient du centre. Ces opérations étaient répétées plusieurs fois jusqu'à l'apparition des grains de blé et de très fines tiges de paille. La séparation des graines de la paille se faisait à l'aide de fourches en bois. Le mélange paille-graine était lancé en l'air avec des fourches. Sous l'action des vents, la paille s'envolait plus loin et les graines tombaient sur la plateforme. La récolte était abondante cette année. Les 2 familles avaient creusé des silos dans le sol appelés matmor pour stocker la récolte. Ils avaient assemblé la paille sous la forme d'un grand tas qu'ils avaient couvert avec de la terre. Face à cette bonne récolte, l'activité sur le Djebel avait engendré quand même des coûts. L'emprunt des mules, l'achat des charrues et des semences et d'autres dépenses avaient fait que Belkacem et Saïd cumulaient des dettes. Alors, les 2 frères décidèrent d'aller en France. Tawas avait été reconduite chez ses parents. Seul Saadiya et le petit Dahman étaient restés au Djebel. Les femmes avaient commencé à élever des poules. Saadiya, quant à elle, avait choisi l'élevage du lapin. Cet animal s'était vite profilé au point où il apparaissait partout dans les environs de la maison. Il arrivait souvent qu'un faucon pique sur une poule ou un lapreau et s'envole avec. Les femmes accouraient alors et criaient de toute leur force « Ahram, Ahram !» pour contraindre l'oiseau à lâcher sa proie. Mais leurs cris demeuraient inutiles car le faucon était déjà loin à l'horizon avec le lapreau ou la poule entre ses ergots.